J'imagine que les gens qui se sont inscrits à ce webinaire sont sensibilisés, connaissent déjà beaucoup de choses, et je vais aller très très vite sur les généralités. Alors, comme vous le savez, ces perturbateurs endocriniens sont ubiquitaires. On va les trouver dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on se met sur la peau. Dans ce qu'on respire, il y a l'air extérieur, et l'air extérieur, on ne peut pas trop agir dessus. Et puis, il y a l'air intérieur, et là, par contre, cet air intérieur, on peut agir dessus. Donc, ça va être très important, lors de cette présentation, de prendre conscience de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, et sur quoi on peut agir, qu'est-ce qui va être réversible, qu'est-ce qui ne va pas être réversible, en particulier dans nos conseils que nous allons donner en tant que médecins à nos patients. Voilà, donc de toute manière, je pense que vous aurez mon PowerPoint en entier. Donc là, je liste un peu tous les perturbateurs endocriniens qui polluent aussi nos rivières et notre eau, donc pas seulement ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on boit. N'oublions pas que le tabac et l'alcool sont les réservoirs de perturbateurs endocriniens les plus célèbres, et on sait que beaucoup de problèmes de santé sont inhérents à la consommation de tabac et d'alcool. Dans une cigarette, vous avez 4000 produits chimiques, et dans l'alcool et le vin en particulier, vous consommez du jus de pesticides, puisque il faut 1 kg de raisin pour faire une bouteille de vin. Donc, vous imaginez la concentration de pesticides qu'on va boire. Mais c'est pareil pour un jus de fruits. Il vaut mieux manger le fruit frais que boire le jus de fruits. La cigarette électronique, souvent les patients vont vous poser la question. C'est un peu moins pire que la cigarette, puisque de 4000 produits chimiques, vous n'en avez plus que 3. La nicotine, qui est perturbateur endocrinien, et puis l'arôme artificiel, enfin plus que 2. Et dans l'arôme artificiel, il y a des phtalates. Alors, j'ai voulu vous laisser cette diapositive, c'est sur les médicaments, parce que le scoop, c'est le paracétamol. Souvent, pendant la grossesse, on dit aux patients, pas d'anti-inflammatoires, éviter les médicaments le plus possible. Eh bien, on a des publications qui montrent que le paracétamol est un authentique perturbateur endocrinien, comme la dépakine, et qui a fait son scandale. Donc, pour ce paracétamol, en fait, on va limiter, je crois que le message pour les femmes enceintes, c'est de leur dire, écoutez, utilisez le moins possible de médicaments et n'abusez pas du paracétamol. On les voit d'exposition, je passe. La façon dont ils interfèrent sur la santé, en fait, ces perturbateurs endocriniens, ils ont un tropisme pour les hormones stéroïdes et aussi pour les hormones thyroïdiennes, en passant par le syndrome métabolique. Et vous voyez, quand on regarde la parenté biochimique entre l'œstradiol, le bisphénol A et le distylbène, on peut comprendre ces interférences. Alors, on reviendra sur le distylbène, mais vous savez que le distylbène, c'est vraiment ce qui nous a fait comprendre le mécanisme d'action et les effets délétères des perturbateurs endocriniens sur la santé, puisqu'on a suffisamment de recul maintenant pour mettre en évidence un effet transgénérationnel de ce distylbène sur la santé à la 3e génération, mais on y reviendra. L'interférence sur l'iode, alors là vraiment, elle est un peu compliquée cette diapositive, mais pour moi elle est fondamentale. On a tous étudié le tableau périodique avec l'iode, le chlore, le brome et le fluor qui peuvent interférer et rentrer en compétition. Et on connaît tous le risque de la carence iodée chez les fœtus exposés, puisqu'on a tous appris le crétinisme des Alpes, cette hypothyroïdie qui entraînait des troubles du neurodéveloppement. Eh bien, aujourd'hui, on a iodé le sel, on donne des compléments iodés le plus possible pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas suffisamment d'iode pendant le début de la grossesse, c'est le chlore du DDT, du chlordécone, de certains PCB qui va venir se mettre à la place de l'iode sur les hormones thyroïdiennes et créer une hypothyroïdie. La carence iodée va être liée à ces pesticides. Pareil, le brome des retardateurs de flamme va avoir le même effet
et ainsi que le fluor, des dérivés perfluorés, c'est les poils Tefal et les fameux PFAS dont on parle beaucoup actuellement dans le sud de la région lyonnaise. L'effet transgénérationnel, donc c'est un effet épigénétique de ces perturbateurs endocriniens qui va expliquer que quand une femme est exposée, la fille exposée va à son tour transmettre aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. En 2010, le journal Time en Angleterre alertait déjà la population sur le fait que les 9 mois de grossesse étaient vraiment super importants pour le capital santé du bébé. D'ailleurs, on a montré que le liquide amniotique était hyper pollué et que le pauvre bébé naissait prépollué. Quand on dose dans les cheveux du bébé chevelu à la naissance, on se rend compte qu'il est déjà super pollué. Lorsqu'on essaie de doser les polluants un peu partout, on se rend compte que c'est très compliqué parce qu'ils ne sont pas toujours le témoin d'une réalité. Ils peuvent être le dosage de la veille et que finalement, on a beaucoup de mal à faire des études sur les dosages de polluants in vivo. Mais on a quand même des études prospectives françaises et on peut être fier par rapport au reste de l'Europe. On a des cohortes et on étudie les effets sur la santé de façon prospective dans ces différentes études. Et globalement, ce qui ressort de ces études, c'est qu'on est 100% pollué, qu'on soit un enfant, une femme enceinte, un adulte, par les dioxines, les PCB, les dérivés perfluorés, les phtalates, le bisphénol A, les pesticides organophosphorés. Puisque vous savez que les pesticides organochlorés ont été retirés du marché il y a bien longtemps, comme le DDT, mais ils ont été remplacés par d'autres pesticides qui ont également un effet perturbateur endocrinien. Voilà, l'étude d'Esteban, c'est aussi une étude française qui a montré que, effectivement, on avait aussi beaucoup de bisphénol A, beaucoup de parabènes, beaucoup de dérivés perfluorés et beaucoup de métaux lourds. Les métaux lourds, ils ont été classés comme perturbateurs endocriniens parce qu'ils agissent sur le neurodéveloppement. Dans les métaux lourds, vous avez le mercure, vous avez le plomb, bien sûr, le cadmium. Et c'est vrai que sans parler de saturnisme pour l'intoxication au plomb, à faible dose, on peut avoir des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant exposé au plomb. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Quelles sont les pathologies possiblement induites par les perturbateurs endocriniens? Alors, tout d'abord, les anomalies de la reproduction. Donc, moi qui travaille dans un centre de PMA, en 30 ans, j'ai vu une explosion de l'infertilité masculine, une explosion de l'infertilité féminine avec beaucoup plus de syndrome de la polycystie, beaucoup plus d'insuffisance ovarienne prématurée, beaucoup plus d'endométriose. Ensuite, les troubles du neurodéveloppement. Alors, ce sont tous ces troubles de l'attention qu'on observe chez ces enfants, tous ces spectres autistiques qui apparaissent avec une épidémie d'autisme réellement, et puis donc des troubles cognitifs et comportementaux. Et là, le mécanisme d'action du perturbateur endocrinien, il se fait via la carence iodée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi les perturbateurs endocriniens agiraient sur des neuromédiateurs cérébraux. Et en fait, le spermatozoïde Y serait beaucoup plus sensible aux perturbateurs endocriniens, il est plus fragile que le X, et ça pourrait expliquer qu'il y ait plus de troubles du neurodéveloppement chez le petit garçon plutôt que la petite fille. Ensuite, donc ça, c'est les nouveautés. On a longtemps pensé que les perturbateurs endocriniens, ils n'avaient que des effets œstrogéniques ou androgéniques. Et maintenant, on sait qu'il y a un réel lien entre l'épidémie d'obésité et l'épidémie de perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Et outre l'obésité, on explique l'épidémie de diabète de type 2. Les cancers, alors comme vous le voyez, on a des cancers hormonodépendants de plus en plus fréquents et de plus en plus précoces. Le cancer du sein de la femme de 30 ans,
on ne comprend pas toujours. Et aujourd'hui, l'hypothèse que ce cancer du sein a démarré pendant la vie intra-utérine, en lien avec l'exposition de la mère, devient de plus en plus possible. C'est pareil pour les testicules, les enfants d'agriculteurs ont plus de cancer du testicule, la prostate chez les agriculteurs également, sans compter les lymphomes, les leucémies et les tumeurs cérébrales chez l'enfant. Plus récemment, on parle des allergies et en particulier de l'asthme en lien avec un effet inflammatoire des perturbateurs endocriniens. Et puis, donc, les maladies neurodégénératives, ce sont les troubles du neurodéveloppement à l'âge adulte. C'est-à-dire que l'autisme, ça sera un enfant qui aura été exposé pendant la vie fétale. Et les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson et l'Alzheimer, c'est une exposition à l'âge adulte. Alors, là, vous avez effectivement une étude de Santé publique France qui est vraiment très intéressante. Qu'est-ce que Santé publique France, qui a fait une analyse de la littérature et en particulier des différentes méta-analyses, qu'est-ce qu'ils ont réussi à synthétiser? Ils considèrent que pour l'endométriose, le niveau de preuve est suffisant pour le lien entre perturbateurs endocriniens et survenue d'endométriose, en sachant que l'endométriose elle a des origines multifactorielles. Mais le perturbateur endocrinien rentre dans les causes. L'altération de la qualité du sperme, donc toutes ces oligoasténospermies donc il y a un niveau de preuve suffisant au niveau des études. L'inversion du sexe ratio, alors ça c'est vraiment très étonnant. On a observé ça par exemple pendant la catastrophe de Seveso, où il y avait eu un nuage de dioxine et il y a eu une augmentation des naissances de petites filles. Alors, pour les causes liées à la fertilité, donc c'est ce que je vous ai mis en jaune. Après, vous avez les malformations urogénitales comme cryptorchidie, hypospade, qui sont les précurseurs de l'oligoasténospermie. C'est ce qu'on appelle le syndrome de dysgénésie gonadique. On va en reparler. Et vous voyez que le cancer du sein et le cancer de la prostate, le niveau de preuve est suffisant pour établir un lien entre perturbateurs endocriniens et survenue de ces cancers. Pareil pour les lymphomes non-hodgkiniens et les leucémies chez l'enfant. Donc l'enfant de 4 ans qui se fait la leucémie, on peut imaginer que pendant sa vie intra-utérine, il a été exposé. C'est très lourd hein, pour la femme enceinte que certaines d'entre nous sommes. Ensuite, vous avez les troubles du neurodéveloppement qui, maintenant, pareil, on considère qu'il y a un niveau de preuve suffisant pour un lien entre l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la vie intra-utérine et la survenue de troubles du comportement, de troubles cognitifs, de la baisse du QI. Il y a des études maintenant en Californie qui montrent que du fait de l'usage de pesticides et de l'agriculture intensive, il y a une baisse de QI très importante, de 3 points. J'ai lu ça, je n'aurai plus la publication en tête, mais de 3 points. Les maladies thyroïdiennes auto-immunes et l'asthme. Ensuite, dans les autres niveaux de preuve, vous voyez que c'est un peu moins net, mais très clairement, pour l'obésité et le diabète, entre le moment où Santé publique France, en 2021, a fait sa synthèse et 2024, on a 3 ans de publication qui font qu'aujourd'hui, je pense que les niveaux de preuve plausibles sont devenus des niveaux de preuve suffisants. Alors, maintenant, on va rentrer dans la revue un peu de la littérature pour que vraiment, je vous donne des sources sérieuses. On n'est plus dans les discussions des médias ou des patientes entre elles. On a une grosse responsabilité en tant que médecin, on doit informer nos patients. Et la baisse de la fertilité, l'augmentation des fausses couches
menace la survie de notre espèce, sans parler des effets sur le capital santé du fœtus à naître. Donc aujourd'hui, peut-être que dans 30 ans, on nous reprochera de ne pas avoir informé nos femmes enceintes et nos enfants. Alors cette étude montre un allongement du délai de conception chez des couples qui ont été exposés aux pesticides, au DDE, au PCB, qui sont des dérivés industriels. Ensuite, dans l'infertilité masculine et féminine, donc vous voyez, on va évoquer l'endométriose, les oligoasténospermies, les fausses couches, le syndrome des ovaires polykystiques qui explose, mais certainement qui explose doublement avec l'augmentation de l'insulino-résistance et de l'obésité qui vient aggraver ce dérèglement hormonal. Les insuffisances ovariennes prématurées, c'est catastrophique. On voit des patients de 28-30 ans qui ont une réserve ovarienne d'une femme de 40 ans. Et puis, bon, en FIV, on a des échecs d'implantation, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, j'ai voulu inciter sur deux choses. Lorsque l'exposition aux perturbateurs endocriniens se fait pendant la vie intra-utérine, on va avoir des effets différés et malheureusement irréversibles puisqu'on va agir sur l'épigénétique. Et donc, l'enfant exposé va surtout transmettre plus tard les anomalies. Donc, nous, on a un rôle de prévention. Il faut qu'avant que la femme soit enceinte, on puisse expliquer que tout ce qui va se passer pendant sa vie intra-utérine, la vie intra-utérine de son fœtus, peut entraîner des conséquences. Quant à l'exposition postnatale, et ça c'est intéressant pour nous, là les effets sont immédiats et réversibles. Donc on a vraiment un rôle de prévention, tout comme quand on dit à un homme d'arrêter de fumer pour améliorer son spermogramme, 3 mois après, on a une amélioration du spermogramme du fait de l'arrêt du tabac. Donc l'arrêt d'une exposition aux perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition est postnatale, elle peut être réversible. Et donc, nous, ça nous donne un levier pour encourager nos patients à faire attention. Bon, là, c'est pour vous montrer que le tabac, c'est bien connu, il augmente les fausses couches et que le tabac est un réservoir de polluants. Mais vous voyez, vous avez d'autres polluants. Là, vous avez une revue de la littérature sur le DDT, donc un pesticide, le bisphénol A, un plastique, les PCB, dioxyde et dérivés industriels, ou tout ce qui est combustion, les phtalates issus des plastiques. Donc, une patiente qui va être très exposée à ça peut consulter pour des fausses couches à répétition. On lui dit de faire attention et parfois, on a la chance de voir que les choses s'améliorent. Donc, ce n'est pas que la génétique du fœtus qui va faire qu'elle va faire une fausse couche, mais ça peut être son environnement. Alors, je reviens sur le modèle du distilbène, qui nous a beaucoup appris sur les effets des perturbateurs endocriniens. Vous vous rappelez que, d'ailleurs, le distilbène, c'est le cousin germain du bisphénol A, c'est pour ça qu'il faut beaucoup se méfier du bisphénol A. Sur un plan biochimique, ils se ressemblent énormément. Alors, le distilbène, on a cette étude de 2011 qui montre que les femmes exposées au distilbène de leur maman avaient beaucoup plus d'infertilité que les non exposées, qu'elles faisaient beaucoup plus de fausses couches et qu'elles avaient plus d'insuffisance ovarienne prématurée, plus de ménopause précoce. Donc ça peut nous attirer l'attention sur les effets du bisphénol A, d'une exposition au bisphénol A, par exemple. L'endométriose, vous voyez que l'exposition in utero au distilbène et au tabac, les femmes qui ont fumé pendant la grossesse, ont augmenté le risque de l'endométriose dans leur descendance. Et vous avez vraiment une augmentation de l'odd ratio qui est très significative. Et puis, pour alimenter le fait que l'endométriose peut se développer pendant la vie intra-utérine, on a cette étude sur 13 fœtus qui a montré, donc des fœtus issus de mort fétale, on a observé la présence de l'endométriose au niveau du fœtus, avant même qu'il y ait des règles ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très préoccupant.
Maintenant, je vous ai parlé de l'exposition prénatale et postnatale. Vous voyez qu'une exposition postnatale aux dioxines, donc c'est tout ce qui est incinérateur, barbecue, feu de cheminée, vous voyez, on a une augmentation du développement de l'endométriose. Et c'est pareil pour les PCB. Alors, bon, je vous ai bien parlé de l'endométriose, maintenant je vous parle des ovaires polykystiques. Là encore, on a des choses intéressantes. Une femme qui fume ou qui est obèse va augmenter le risque de syndrome des ovaires polykystiques dans la descendance. Et ça, c'est une étude vraiment qui est conséquente sur plus de 681 000 jeunes filles. Mais les ovaires polykystiques peuvent aussi être aggravés par une exposition postnatale au bisphénol A. Et là, on a une méta-analyse très intéressante. Donc, il faut vraiment, la jeune fille qui a 17-18 ans, qui est plein de troubles de règles, d'hirsutisme et qui a peur pour sa fertilité, de lui dire de commencer à faire attention à son environnement et outre le fait de lui dire de maigrir, de lui dire de faire attention aux emballages en plastique, à la malbouffe, à tout ce qui est conservateur, rehausseur de goût. Tout ça, ça va avoir un effet perturbateur endocrinien. Les parabènes, ils ne sont pas uniquement dans les cosmétiques, ils sont aussi dans l'alimentation, puisqu'il faut des conservateurs pour garder les aliments plusieurs semaines. Maintenant, l'infertilité masculine, alors ça ne fait plus aucun doute. On a perdu 50% du nombre de spermatozoïdes en 50 ans. Moi, ça ne fait pas 50 ans que j'exerce, mais quand j'étais interne, un spermogramme normal, c'était 80 millions de spermatozoïdes par millilitre. Aujourd'hui, c'est 30 millions. Et quand on en a 30 millions par millilitre, on est content. Alors, j'insiste chez l'homme parce que la spermatogénèse se renouvelle tous les 3 mois. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir une oligosténospermie modérée chez un adulte qui n'a pas été exposé pendant la vie intra-utérine, à ce moment-là, on sait qu'on peut gagner et avoir un effet réversible en réduisant l'exposition. En revanche, celui qui a été exposé pendant la vie intra-utérine et qui est né avec une cryptorchidie ou un hypospade, celui-là, on aura beau faire tout ce qu'on veut, l'exposition, elle est irréversible. Maintenant, chez l'enfant. Donc, l'enfant exposé, qu'est-ce qu'il va développer comme pathologie? Alors, le syndrome de dysgénésie testiculaire, il a été décrit dans l'exposition au dithylbène. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'effet de la petite fille exposée au dithylbène avec les cancers du vagin, les problèmes d'endométriose. Mais en fait, le petit garçon exposé avait plus de risque d'avoir une cryptorchidie, une réduction de la distance anogénitale, ça c'est vraiment un signe d'une exposition aux œstrogènes, plus d'hypospades, plus d'hypofertilité masculine et plus de cancer du testicule dans la descendance des femmes qui avaient exposé leur fœtus mâle au dithylbène. On a des études qui sont superposables au dithylbène avec les pesticides. Une exposition prénatale aux pesticides augmente le risque d'hypospade. Ça, c'est une étude montpelliéraine. Je reviens sur le dithylbène. On trouve des hypospades à la 3e génération d'exposition au dithylbène. Donc, vous voyez, toutes ces malformations, quand on disait à la maman, bah, c'est pas de chance, aujourd'hui, on a une piste de ces malformations inexpliquées chez les enfants à la naissance. Outre les anomalies urogénitales, on a aussi des malformations cardiaques qui sont plus importantes chez les enfants qui ont été exposés à la 3e génération au dithylbène. Donc, vous voyez que cet effet puissant sur la méthylation de l'ADN des perturbateurs endocriniens est vraiment très importante. Et avant que j'oublie de vous dire comment on peut limiter
l'effet sur la méthylation d'ADN des perturbateurs endocriniens, c'est en bourrant nos patients enceintes d'acide folique. Parce que l'acide folique, la vitamine B9, est un donneur de groupement méthyle et va réduire ces problèmes de méthylation d'ADN. Donc, quand la patiente elle arrive à 2 mois, 3 mois de grossesse et qu'elle n'a pas pris d'acide folique, c'est dommage. Donc, bien penser en préconception à dire aux patients de prendre de l'acide folique. Ça va éviter aux perturbateurs endocriniens d'agir. Au même titre que l'iode, comme je vous l'ai expliqué, vraiment supplémenter la patiente en iode et en acide folique, ça c'est vraiment un levier intéressant pour nous. L'exposition au phtalate et aux cardiopathies congénitales. Donc, je vous ai dit que le distilbène augmentait les cardiopathies congénitales. Eh bien, l'exposition au phtalate pendant la vie intra-utérine augmente les anomalies de cardiaque, donc les communications interventriculaires sont multipliées par 3,7 et les sténoses pulmonaires multipliées par 4. Maintenant, quand je vous ai expliqué sur cette diapositive sur l'iode, la carence iodée, on a Barbara Domenech, c'est elle qui a alerté la première sur ces effets de la carence iodée liés aux perturbateurs endocriniens. Et elle a écrit ce livre qui est très intéressant, Demain, tous crétins, pour faire une allusion au crétinisme des Alpes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme trouble du neurodéveloppement? On va trouver donc des troubles de l'apprentissage. On a de plus en plus de mamans qui disent « mais je ne comprends pas, mon fils est hyperactif, mon fils a un retard de langage, mon fils a un déficit de l'attention, une hyperactivité, des autismes, on n'en a jamais vu autant, des formes, enfin des troubles du spectre autistique. Et puis, les troubles de l'orientation sexuelle, ça, on s'est démontré chez l'animal. À l'âge adulte, c'est pas politiquement correct d'en parler, mais je vous glisse l'information parce que je vois pas pourquoi chez l'animal ça serait comme ça et pas chez l'adulte. Voilà, c'est dit. À l'âge adulte, donc l'exposition aux perturbateurs endocriniens pourrait expliquer plus d'Alzheimer et plus de Parkinson. Les métaux lourds, donc je vous parlais du plomb, du cadmium, du mercure. Vous voyez qu'on a des publications qui montrent des troubles de l'attention, une baisse du QI à 7 ans chez des enfants exposés aux métaux lourds. Donc le plomb, c'est vrai que peut-être à Lyon, c'est bien réglementé, mais peut-être faut se méfier de la maison de campagne qui n'a jamais été refaite avec des tuyauteries en plomb. Vraiment, c'est très délétère. Le cadmium, il y en a beaucoup dans la cigarette. Et là encore, vous voyez qu'une exposition au tabac pendant la grossesse ou dans la petite enfance peut être responsable de troubles du neurodéveloppement. Le mercure, c'est pareil, on a une étude qui est très intéressante sur l'exposition au mercure. Vous savez que quand vous mangez une boîte de thon en conserve, vous polluez beaucoup par le mercure. Et par exemple, il faudrait ne pas consommer plus que 2 boîtes de thon par semaine. C'est quand même pratique la boîte de thon, mais il faut se méfier. Et en tout cas, pas en donner aux enfants et pas en consommer pendant qu'on est enceinte. Les retardateurs de flamme, donc vous savez, c'est ce qu'on va trouver sur les vêtements des enfants, sur les revêtements de tout ce qui est à la maison qui ne doit pas être inflammable. En fait, on a démontré un effet neurotoxique chez la souris, mais aussi chez l'enfant exposé pendant la vie intra-utérine, à l'âge de 7 ans, plus de troubles de l'attention et là encore, une baisse du QI. En France, en Bretagne, on a la cohorte Pélagie qui a suivi 3421 femmes et le devenir de leurs enfants. Et qu'est-ce qu'on a observé? Donc, ces femmes étaient exposées aux solvants, aux pesticides organophosphorés pendant la grossesse. Eh bien, il y avait plus de retard de croissance intra-utérin, plus de malformations congénitales. Vous voyez, on a parlé des malformations cardiaques et urogénitales, mais vous voyez, le bec de lièvre est ressorti plusieurs fois.
Et puis, là encore, les baisses des performances cognitives à l'âge de 6 ans et les troubles du spectre autistique à l'âge de 12 ans. Vous voyez, donc on retrouve de façon constante ces pathologies, quel que soit le perturbateur endocrinien à l'origine de l'exposition. Et puis plus récemment, donc, c'était des méta-analyses qui ont montré qu'une exposition de l'air intérieur au formaldéhyde, au bisphénol A et au plastifiant, vous voyez tout ce qui est revêtement du sol, là, peut-être comme ici, là, le sol en PVC. Donc, tous ces revêtements de sol dans une habitation ou dans une école ou dans une crèche, il faut y faire très attention. Mais le pire, c'est quand même l'épidémie d'obésité. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, là encore, le distilbène, on a donné du distilbène à une souris et on s'est rendu compte qu'elle devenait obèse. Et on a fait pareil avec le bisphénol A et le tributyltin. Le tributyltin, c'est une peinture qu'on utilise pour les bateaux, par exemple. Oui, il y a des peintures qui peuvent être très toxiques. Et on explique comme ça l'exposition prénatale à ces 3 substances. On expliquerait l'épidémie d'obésité dès l'âge de 2 ans, comme c'est observé aux États-Unis. Le parabène, je vous ai dit qu'on le trouvait dans les cosmétiques, mais on le trouve dans l'alimentation comme conservateur. Eh bien, ça expliquerait dans la malbouffe aussi l'épidémie d'obésité. Parce qu'on a double peine. Si on mange trop gras, trop sucré, on va grossir. Mais si l'emballage est bourré de phtalates, de dérivés perfluorés, et s'il y a des conservateurs dans cette malbouffe, là, on a la totale et l'obésité devient galopante. Les niveaux de preuve sur l'effet obésogène des perturbateurs endocriniens, ils sont très importants donc, chez l'animal et on commence effectivement à trouver des preuves solides pour l'obésité lorsque la mère a exposé son fœtus au tabac, lorsque la mère a respiré un air pollué, lorsque la mère a été exposée aux pesticides de DDT, qui n'existent plus, je vous le rappelle. Et vous voyez, le bisphénol A, les phtalates, sont là encore des plastiques qui sont omniprésents dans notre environnement. Donc, il y a eu un rapport de l'INSERM récent de 2021, donc je vais parler de l'étude Santé publique France, mais il y a aussi un rapport de l'INSERM qui fait le point justement sur l'exposition prénatale aux pesticides et la santé des enfants. Et vous voyez, on a pour les malformations congénitales un niveau de preuve fort, les morts fétales moyens, et on retrouve pour la leucémie et les tumeurs cérébrales de l'enfant une exposition aux pesticides pendant la vie intra-utérine. Et d'ailleurs, il y a depuis janvier 2022 une réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de leurs parents. Et pour les pathologies suivantes, donc troubles du neurodéveloppement, tumeurs cérébrales, leucémie, hypospad et fente palatine. Maintenant, chez l'adulte. Chez l'adulte, eh bien, on a, voilà, pour information, des maladies professionnelles maintenant qui sont reconnues liées à l'exposition aux pesticides, la maladie de Parkinson, décret de mai 2012, le lymphome non-hodgkinien, le myélome multiple et la leucémie lymphoïde chronique, et puis le cancer de prostate qui a fait son scandale dans nos Antilles, et ça c'est beaucoup plus récent. Donc une exposition plus de 10 ans au chlordécone est liée à la survenue du cancer de prostate. On pensait au départ que c'était la race noire qui était plus exposée au risque de cancer, mais en fait c'est l'exposition au chlordécone qui est un pesticide chloré. Chloré, donc aussi trouble du neurodéveloppement, etc. Les effets métaboliques de l'exposition prénatale à l'âge adulte, donc au distilbène, eh bien, on a là encore une augmentation de 21% du risque de diabète,
de 27% du risque de maladie cardiovasculaire, plus de cholestérol et plus d'hypertension. Vous voyez, donc on commence maintenant à voir, outre les effets métaboliques, des effets cardiovasculaires. Et on est sur la descendance de fœtus exposés au distilbène. L'effet obésogène du bisphénol A, je vous ai mis cette diapositive que j'ai trouvée intéressante, puisqu'il y aurait non seulement un effet direct sur la lipogénèse, mais un effet sur la satiété. C'est-à-dire qu'on pourrait expliquer ces troubles du comportement alimentaire, de cette augmentation de la prise alimentaire, sous l'effet du bisphénol A, qui va avoir un effet sur les neurotransmetteurs du cerveau. Là, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais pour moi, c'est fondamental. On dit toujours qu'il faut maigrir pour être en bonne santé, et c'est vrai, mais maigrir brutalement va relarguer tous les polluants qui sont lipophiles et qu'on a gardés dans notre masse grasse. Et par exemple, nous, dans le domaine de la fertilité, on interdit les femmes de tomber enceinte dans les 18 mois qui vont suivre une chirurgie bariatrique parce qu'elles vont être au maximum de leur pollution. Vous voyez qu'au bout d'1 an, après la chirurgie bariatrique, c'est là où il y a le plus de polluants au niveau plasmatique. Donc, attention aux recommandations. Et quand on dit à une femme qu'il faut maigrir avant de tomber enceinte, pas d'amaigrissement brutal, parce qu'elles vont être enceintes à un moment où elles auront le plus de polluants dans leur plasma. Les perturbateurs endocriniens diabétogènes, bon, vous voyez, je vous en ai mis une liste. Dans les persistants, vous avez les dioxines, donc les fumées, les PCB, les dérivés industriels qui contaminent notre Rhône, par exemple, les pesticides, les dérivés perfluorés, c'est ce qui contamine le sud de Lyon, qui contamine les œufs, qui contamine les sols, qu'on retrouve aussi dans les emballages de malbouffe. Et puis, les dérivés bromés, c'est les retardateurs de flamme. Tous ces polluants, ils ont comme point commun d'être lipophiles, ils vont se stocker dans la graisse et ils vont rester 30 ans, 40 ans. Et donc, les animaux qui vont être pollués par ces perturbateurs endocriniens vont nous polluer puisqu'ils vont polluer la chaîne alimentaire. En revanche, les perturbateurs endocriniens non persistants comme le bisphénol A et les phtalates qui inondent notre quotidien, ils sont moins persistants. On les élimine dans les urines et on peut agir peut-être beaucoup plus facilement dessus. Alors, chez l'adulte, voyez que chez l'adulte, les pesticides vont être responsables d'un trouble du neurodéveloppement. Et aujourd'hui, donc, on a vu qu'il y avait la maladie de Parkinson, qui était une maladie professionnelle de l'agriculteur, et on va avoir un niveau de preuve moyen pour Alzheimer, troubles cognitifs, donc exposition à l'âge adulte. La sclérose latérale amyotrophique, il y aurait un lien aussi chez les agriculteurs, et les troubles anxio-dépressifs. Maintenant, je reviens sur cette étude qui a été très reprise, qui montre l'évolution de la descendance des fœtus exposés donc au distilbène par leur maman. Eh bien, ce qu'on observe, donc on a suivi 33 ans ces fœtus et ces filles exposées. Donc c'est une étude très intéressante puisqu'elle compare 4800 femmes versus 2000 contrôles. Et donc on a une augmentation de 40% du risque de cancer du sein, tout âge confondu. Après 40 ans, donc le risque relatif est de 1,91 et on multiplie par 3 le risque de cancer du sein après 50 ans. Donc, ça, c'est vraiment le modèle du distilbène, ce modèle dramatique qui doit nous servir de leçon, qui doit nous faire prévenir tous les effets délétères du bisphénol A et des autres perturbateurs endocriniens sur la santé de nos patients. Bon, là, c'est l'augmentation du cancer du testicule. Donc, on est chez l'adulte, je vous parle du cancer du sein, du cancer du testicule, du cancer de la prostate lié à l'exposition
à certains pesticides et au modèle du chlordécone dans nos Antilles. Et puis, vous voyez, ça c'est le rapport de l'INSERM de 2021, présomption forte d'un lien entre lymphome non-hodgkinien, myélome osseux multiple, cancer de prostate, Parkinson, malformation congénitale, leucémie de l'enfant, donc exposition aux pesticides et cancer. C'est tout un programme. Ça, c'est une diapo que j'ai empruntée au centre Léon Bérard. Donc, vous voyez que l'augmentation du cancer du poumon pourrait être liée à l'exposition au tabac pendant la vie intra-utérine. Bon, les leucémies, les lymphomes, bon, le cancer du sein. Vous voyez aussi les cancers du cerveau chez les enfants à 4 ans, les neuroblastomes, pourraient être aussi en lien avec une exposition aux pesticides pendant la vie intra-utérine. Donc, le concept de l'origine fétale de certaines maladies, de malformations ou de ces cancers hormonodépendants doit placer la femme enceinte au centre de la prévention afin de préserver le capital santé du bébé et de l'adulte en devenir. Et nous, on a un rôle essentiel à jouer. Moi, en préconception, je commence à informer les patientes et c'est facile puisqu'elles viennent me voir pour faire des bébés, pour se reproduire. Donc, elles sont très perméables aux conseils. Elles ont envie de tout changer pour avoir le plus de chances d'être enceinte et de ne pas faire de fausse couche. Mais voilà, je pense que dans vos salles d'attente, partout, il faut placarder de l'information. Il ne faut pas que la femme, elle arrive enceinte de 2 mois alors qu'elle a été exposée à ces polluants et que là, le neurodéveloppement s'est terminé et la détermination des malformations également. Donc vraiment, il faut agir en amont de la grossesse. Et ça, on avait fait cette petite étude à Natessia, on avait fait un petit questionnaire à des patientes infertiles. On leur avait demandé, mais est-ce que vous savez ce que c'est que les perturbateurs endocriniens? 37% avaient dit oui, oui, on sait ce que c'est. Et quand on leur avait demandé, mais qui vous a informé? Eh bien là, ça a été la catastrophe. En 2017, 71%, les médias les avaient informés. Et nous, moins de 30%, je me suis dit 2017, bon, on est en 2024, les choses changent doucement. Et plus on se sensibilise, plus on informe les patients et plus on est utile. Donc, en pratique, l'exposition aux perturbateurs endocriniens commence in utero. Malheureusement, elle est irréversible. Elle se poursuit après la naissance et là, elle est réversible. On peut rectifier, prévenir. C'est important donc de dispenser cette information préventive pour réduire les risques d'exposition chez tous les couples en préconception et chez la femme enceinte. Alors, on a mis au point dans le service un questionnaire, je ne sais pas si vous l'avez eu ou si vous avez essayé d'y répondre. Moi, je vous invite à le mettre dans votre salle d'attente, surtout si vous êtes souvent en retard, les gens dans la salle d'attente, ils ont le temps de le faire. Il dure 5 minutes, il y a un score, c'est très ludique, c'est très pédagogique. Et quand ils vont arriver à la consultation, ils vont vous dire, mais pourquoi vous m'avez demandé si ma bouilloire, elle était en plastique? Moi, oui, j'ai une bouilloire en plastique. C'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'avec la bouilloire en plastique, si elles consomment du thé vert pour leur santé et du thé vert sans sucre, elles vont être très contentes, mais elles ne vont plus boire du thé vert, mais elles vont boire du thé au phtalate, en fait, vous voyez. Donc, tout ça, c'est très important de communiquer. Et donc, bien sûr, vous pouvez faire des plaquettes, vous pouvez trouver des sites qui vont vous informer, mais la sensibilisation par un questionnaire est très intéressante. Voilà, on fait une première pause et après, on va partir sur les recommandations. Ça sera beaucoup plus court et je suis disponible pour vos questions. Ça me permet de commencer, juste pour information. Voilà. En fond, on se fait le relais des questions qui sont sur le chat pour les participants en visio. Donc, on en a plusieurs, mais on peut alterner entre celles du chat et puis les vôtres dans la salle. Une à laquelle je pense que vous avez répondu, mais dans le doute, pensez-vous que les perturbateurs endocriniens peuvent être responsables de l'augmentation des dysphories de genre?
Bah, oui, Ouais, oui. c'est ça dont vous parliez. J'en parlais, en fait, c'est démontré chez l'animal, hein, les alligators du lac Apopka en Floride, euh, les bisons ou les bisons, non, les bisons du lac Michigan au Canada ont des troubles du comportement sexuel. Et donc, bien sûr que cette augmentation des dysphories de genre, elle est réelle. Moi, mon associé, elle est spécialisée euh, des transsexuels. Il y en a réellement de plus en plus. C'est pas qu'une libération de l'esprit. Je pense vraiment que un cerveau féminin exposé aux androgènes des pesticides ou d'autres perturbateurs endocriniens, il va avoir une pensée androgénique. Il va naître fille, mais il va avoir une pensée androgénique. Et on aura beau lui mettre des poupées avec lesquelles elle va jouer, elle a envie d'être un garçon. Donc, en fait, toutes ces histoires de dire il faut donner des jeux non sexués, en fait, l'enfant, il est sexué à la naissance parce que son cerveau, il est œstrogénique ou androgénique. Voilà. Maintenant, on n'a pas d'études encore à l'âge adulte. L'exploration du cerveau dans un état qu'on appelle le mode par défaut. C'est un état à peu près celui de, je tire un peu le trait, le mode par défaut, c'est l'état du psychanalyste lorsqu'il écoute son patient, cette espèce de rêverie attentive. Voilà. Et là, lorsqu'on regarde la circulation des informations dans un cerveau qui est en mode par défaut, on est capable de dire quel est le sexe de ce cerveau. Ah oui. C'est-à-dire que la circulation des informations dans le mode par défaut n'est pas le même dans un cerveau masculin et dans un cerveau féminin. Le cerveau est effectivement genré. Là, oui. C'est pour ça que quand il laissait les gens choisir, mais oui, ils ont tout choisi. Ils sont genrés à la naissance. Oui. Pour cette superbe présentation, on apprend beaucoup de choses. Je ne donnerai plus de ton à mes enfants, ça c'est sûr. Mais c'est du thon en boîte ou du thon? Oui, le thon en boîte. Oui. Mais le thon en boîte aussi. Hein. Oui, c'est ça. Il est pollué, mais le thon en boîte, c'est facile. Le thon en boîte dans la salade avec les œufs durs, tout ça. Je vais donner une petite touche dans ma spécialité, après 45 ans sur les oui. L'hypospade et la cryptorchidée, bien entendu, c'est ceux qui sont plus connus parce que c'est ceux qui sont chirurgicalisés. Mais il y a un paquet de malformations qui sont dues aux perturbateurs européens et qui sont méconnus, mais qui ont un retentissement psychique sur la sexualité des gens. Je parle, tu l'as pas mis, donc à mon avis, tu peux le mettre, les micropénis. Ah oui, oui, oui. Les pénis palmés, oui. Les coups durs de verge, oui. les torses de verge. Et sexuellement et psychologiquement, ça donne des répercussions qui sont majeures, surtout les micropénis. Oui, le micropénis, mais c'est pas si fréquent que ça, si. Si, non. Alors moi, j'ai vu, en micropénis, on ne voyait presque pas du tout dans les années 80. Ah oui. Et en 2020, quand je me suis arrêté, j'en voyais 4 fois plus. D'accord. Oui, mais quand on parle des troubles, enfin des malformations mineurs, mais qui pourtant oui, en retentissement psychique et psychiatrique. Bien sûr. Énorme. Questions sur le chat. Alors, il y en a plusieurs, mais on va essayer de les prendre dans l'ordre. Est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet? Parce qu'on sait que les bouteilles plastiques, comme vous le disiez, libèrent des microparticules plastiques. L'eau du robinet n'a pas l'air forcément mieux. Donc, quelle est la solution? Tout dépend de la région où on habite, en fait. Parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux. Je pense que quand on est dans des régions où il y a beaucoup de vignes, parce que là, je vous ai quand même bien parlé des pesticides, c'est terrifiant. Hein. Je pense que l'eau, les nappes phréatiques dans les régions viticoles ou dans les régions d'agriculture plus intensive sont plus polluées. Et donc, moi, ce que je propose quand on me pose cette question, c'est de mettre un filtre à son robinet. Ça coûte 50 €. Ça s'appelle
Hydrapure ou Hydropure dans n'importe quel magasin bio. Ça coûte, c'est pas très cher, et ça permet déjà de limiter en fait l'arrivée de ces polluants de poids moléculaire importants dans l'eau de boisson. On limite un peu, voilà. Mais après, les bouteilles en plastique, effectivement, on ne sait pas si elles ont traîné au soleil, on ne sait rien. Donc c'est délicat aussi. Il faudrait pouvoir revenir aux bouteilles en verre. Mais franchement, c'est une question qui est compliquée. J'avais organisé un colloque à Natessia il y a une dizaine d'années où j'avais fait venir l'eau d'Évian et j'avais fait venir l'eau du Grand Lyon, en fait. Donc, c'était un débat intéressant. Et en fait, Évian a une eau très pure, effectivement, puisqu'elle est issue des nappes phréatiques, elle n'est pas polluée, mais son plastique, bon, ils te disent qu'il est, il est très bien, mais on sait qu'on a une eau très pure. Et le lot du Grand Lyon disait, en fait, il faut que l'eau circule, en fait. Et il ne faut pas d'eau stagnante, c'est-à-dire que même si vous prenez de l'eau du robinet et que vous la mettez dans une bouteille en verre dans votre frigo, c'est pas très bon. En fait, il faut utiliser l'eau du robinet comme de l'eau courante. Et mettre un filtre au robinet, finalement, c'est une bonne idée. Voilà. Parce que finalement, l'eau qui va stagner dans la carafe Brita, c'est pas très bon, en fait. Mais pour un enfant, l'eau du robinet, elle est chlorée. Et donc, pour un nouveau-né, il vaut mieux, à mon avis, qu'elle soit un peu filtrée quand même. Et dans la même lignée, quid des biberons plastiques pour les bébés? Ah ben non, mais alors les biberons plastiques, Ségolène Royal a supprimé le bisphénol A des biberons plastiques. Ça a été remplacé par le bisphénol S, qui aurait aussi des effets perturbateurs endocriniens. C'est un problème. Bien sûr que c'est un problème. Et alors donc, entre l'allaitement maternel et l'allaitement par biberon, donc là aussi, j'avais fait intervenir quelqu'un sur le sujet, il vaut quand même mieux le lait maternel pollué, parce qu'en fait, le lait maternel, il est pollué, parce que ce qu'elle va manger, parce qu'elle va respirer, parce qu'elle va se mettre sur la peau. Mais il vaut quand même mieux ce lait-là, parce qu'il apporte aussi des immunoglobulines, etc. Voilà. Mais c'est très compliqué. Donc, je pense que toute l'industrie agroalimentaire qui va se mettre dans le perturbateur endocrinien fruit va avoir des parts de marché parce qu'on communique beaucoup là-dessus, on a des niveaux de preuves importants, il faut absolument se débarrasser de tout ça, en fait. Et moi, je participe à des réunions du plan national perturbateur endocrinien. On a eu 2-3 réunions par an, et on a les industriels qui sont là avec les lobbying et qui s'insurgent et qui disent, mais enfin, on ne va pas revenir au biberon en verre, c'est trop dangereux, ils vont se casser. Donc, OK, vous allez limiter l'exposition perturbateur endocrinien, mais votre enfant va se couper, va se blesser. Enfin, vous voyez, c'est compliqué en fait. Je vais encore rajouter une couche. Vous avez parlé des PFAS, des polluants éternels. Oui. En octobre 2022, l'OMS a émis une recommandation, un avertissement. L'eau de pluie n'est plus potable nulle part sur la Terre à cause des PFAS. Rappelez-moi avec quoi sont arrosés vos légumes. Oui, mais en fait, dans les recommandations d'en parler, il faut peler ces fruits et légumes. Parce que finalement, les polluants, ils restent sur la peau. Oui. Mais enfin, bon, on voit que vous n'êtes pas une ménagère. Hein. C'est plus vite fait de les peler. Pensez à bien parler dans le micro, s'il vous plaît, sinon on ne vous entend pas dans la visio. Merci. Pardon. Oui, c'est vrai, mais donc l'eau bicarbonatée permet d'éliminer les polluants qui sont dans la peau. Et c'est très important parfois de manger la peau des légumes parce qu'ils contiennent, surtout les peaux qui sont colorées, parce que ça contient les polyphénols qui sont aussi importants pour notre alimentation. Non, ça devient complexe. Ouais. Ah, mais en fait, même si c'est complexe, on a un devoir d'information. On est médecin, on a un devoir d'information. Et on doit adopter un principe de précaution.
On a vraiment l'histoire du dilbène qui nous éclabousse à la figure. Là, je vous ai parlé du paracétamol. Il faut faire attention. Bonjour Pascal, Olivier Raspadeau de la Protestante. J'ai une remarque et une question. Alors, d'abord la remarque, tu nous as bien décrit les effets directs de ce médicament qui était censé prévenir les fausses couches, donc le Distilbène. Ça a failli changer l'humanité, en fait. On s'en est aperçu. Ça aurait pu être une cassure brutale dans le développement de l'humanité. On sait maintenant, donc la remarque c'est celle-là, on sait maintenant que chez le garçon, ça provoque des troubles psychiatriques, notamment des psychoses et Oui, la troisième, la troisième génération, oui. des schizophrénies. Oui. Alors ma question, tu m'as confié récemment un petit travail où j'ai essayé d'expliquer que comme on ne savait pas bien ce qui était en train de se passer, en termes qualitatifs et quantitatifs, parce qu'on semble un petit peu submergé par un tsunami chimique. Il fallait donc, principe de précaution, préserver l'être en devenir, le petit homme en devenir. C'est ce que tu viens de nous démontrer. Donc, on anticipe la grossesse 3 mois avant, le papa arrête de fumer, enfin, voilà, des folâtres de l'iode. Et pour cela, il faut sanctuariser la femme enceinte. C'est-à-dire que comme on ne sait pas ce qui se passe, on fait de cette personne, de cet être, quelqu'un à sanctuariser. D'ailleurs, elle ne va pas vivre dans le coton, mais on va en faire une personne à protéger. Enfin, le médecin, les soignants vont protéger cette personne. J'ai donné l'exemple, pour illustrer notre propos, de ce 3e trimestre qui est difficile pour vous parce qu'il est physiologiquement intense, vous êtes fatigué, l'accouchement se prépare, il est stressant. Et souvent, pour vous faire plaisir, vous allez un coup chez le coiffeur ou vous faire une French. Et là, on va vous appliquer de la résine époxy sur les ongles, on va vous décolorer les cheveux, on va vous faire plaisir, mais au final, on vous expose. Et on expose le fœtus, le 3e trimestre. Et en fait, ma question, c'est celle-là. Quand j'ai parlé de ça, en grossissant le trait, en fait, on est venu me voir après, des femmes sont venues me voir après, affolées, et je les avais culpabilisées. Mon discours n'était pas le bon. Et d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure. Tu as parlé de cette période où, en fait, vous avez l'impression d'avoir la charge. Or, pour moi, vous êtes victime. Et la charge, je la retourne vers le consommateur et l'industriel, et le politique en plus. Donc, ma question, c'est comment il faut, tu as dit qu'il faut informer, il faut prévenir, mais comment on doit poser notre discours, comment on doit dire les choses, pour pas qu'elles soient mal prises en fait. Moi, il me semble que depuis plusieurs années, j'ai ce discours chez des femmes en préconception et en fait, elles sont tellement motivées pour que ça se passe bien qu'elles sont contentes d'avoir l'information. Et en fait, elles vont pas se faire les couleurs, elles vont pas se mettre au soleil et se tartiner avec des crèmes solaires bourrées de perturbateurs endocriniens, vont se mettre le chapeau, elles vont rester allemandes. Moi, je trouve globalement que ça se passe très bien. Alors, les dames, peut-être, qui sont venues t'interroger, c'était des femmes d'un certain âge qui, peut-être, avaient pas fait attention pendant la grossesse. Moi, par exemple, j'ai bu du champagne pendant mes grossesses. J'étais trop contente. Aujourd'hui, je guette le devenir de mes enfants. Mais c'est vrai que c'est très préoccupant. Aujourd'hui, si la nouvelle génération, elle est là-dedans, d'abord, la nouvelle génération, elle est plus polluée par le tabac en boîte de nuit de ceux qui fument. Enfin, on a quand même évolué, on voit que ça fonctionne. À partir du moment où on n'est pas dans l'écologie pure, où on n'en fait pas une histoire politique, mais où on en fait un phénomène de santé, une prévention, moi, je trouve que ça passe très bien. Mais peut-être parce que j'ai les femmes au moment de la préconception et que quand on les informe pendant la grossesse, c'est peut-être plus délicat et il faut prendre les pincettes.
Voilà. Effectivement, elles avaient. En fait, quand j'ai parlé d'enfants qui avaient des troubles 10, Oui. c'est là où ça, je pense que ça leur a fait mal. Bah oui, parce qu'elles doivent le subir à la maison. Bah, bien sûr. Alors, j'ai remarqué un truc, par contre, hein, c'est que tu parles d'horreur, tu annonces des horreurs, mais tu le fais avec une voix toute douce. Et ben, ça passe. Je vais faire ça, je vais parler comme toi. Bon. Et le pancréas, alors, tu nous en dis un mot, le pancréas? Parce que, comme je savais que tu étais là, je n'ai pas voulu... Ben non, le pancréas, déjà, il a intéressé énormément ce soir. Oui. Et là où il y a une petite déception, c'est que les choses ne sont pas aussi évidentes que celles que tu viens de décrire. Oui. Je dois quand même être tout à fait honnête avec vous. J'aimerais bien dire que le cancer du pancréas est dû à l'arsenic, au cadmium, aux organochlorés. Oui, c'est vrai, mais quand on les ingère, on est exposé massivement. Néanmoins, ça n'explique pas l'épidémie qu'on est en train de connaître. Alors, le tabac, c'est sûr. Et moi, je pense que la clope d'aujourd'hui, c'est pas la clope d'il y a 50 ans. C'est pas la clope de notre papa et de notre grand-père. Je pense que la clope d'aujourd'hui, elle est encore plus dégueulasse. Donc, parce que tu l'as dit là, en fait, hein, la première exposition au PE, c'est la clope et l'alcool. Ben, bien sûr. Donc, je pense que la clope des années 2024, elle est encore plus... voilà, elle est encore... On parle des gitans de maïs, en fait, c'était de la gnognotte, hein, c'était du bio. Donc, là où, sur le pancréas, là où on a quand même une piste, c'est finalement l'agrégation d'une intoxication métabolique, le sucre blanc, l'alcool, le gras, certains gras, et puis tout le reste, hein, les pesticides, les intrants, et puis la clope. La clope. Alors, j'ai vu, justement, pour les cancers, j'ai vu des publications sur la graisse péritumorale qui, quand elle est polluée par les perturbateurs endocriniens, il y a plus de risques de cancer invasif ou de survenue de métastases. Donc, un patient ou une patiente qui fait un cancer hormonodépendant a tout intérêt à éviter les perturbateurs endocriniens. Donc là, ça fait partie des adultes qu'on doit informer pour réduire peut-être le risque de récidive. Vous voyez, avoir un... Et d'ailleurs, là encore, on a des patients très dociles. Ils sont très contents de faire quelque chose. Ils sont très contents d'avoir l'information. Je sais peut-être pas à voir, mais j'ai et les adolescents qui sont en ce moment, il y a une mode chez les adolescentes féminines sur la façon de se maquiller. C'est quand même assez conséquent. Hein. Là, vous allez dans un collège, c'est impressionnant la façon qu'elles ont de se maquiller, les ongles, les cils. Il y a des choses de fait de prévention là-dessus. Non, mais bien sûr, c'est compliqué. On sait que dans le col, le maquillage bien noir, il y a du plomb. En fait, il y a une intoxication par le plomb, par le col. Donc, vous voyez, ces maquillages-là peuvent être très toxiques au niveau de la peau. Donc, oui, il y a des programmes de sensibilisation dans les écoles. Au niveau du gouvernement, ils sont en train d'essayer de faire passer des cours là-dessus, comme il y a eu des cours sur la PMA. Maintenant, il y aura des cours sur les perturbateurs endocriniens. Mais malheureusement, l'adolescent, qui est pourtant une période vulnérable, il n'écoute pas, il n'a pas envie d'écouter, et c'est très difficile de faire passer des messages à ce moment-là. C'est pour ça que je pense que déjà, si l'adolescent il n'est pas né trop pollué, il limite les dégâts. Ah oui, je voulais aussi vous donner une information qui est plutôt optimiste, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'exposition aux polluants. On a des gens dans notre entourage qui vont fumer toute leur vie et qui ne feront jamais rien, et puis d'autres qui vont fumer 3 cigarettes par jour et qui vont faire le cancer du poumon. Et en fait, au niveau du noyau des cellules, il y a une protéine qui s'appelle la protéine ATM. Cette protéine, elle répare l'ADN. Et en fait, 20% de la population a une protéine ATM qui ne fonctionne pas bien et qui ne répare pas l'ADN face aux agressions. Donc, en fait, on va avoir des différences de sensibilité et des différences de réaction aux polluants. Et quand on parle aux gens, moi, souvent, je leur dis ça, je leur dis attention, je vous mets en garde, mais on n'est pas tous égaux. Peut-être que vous allez faire des efforts, mais que vous ne serez pas exposé, en fait, votre corps va résister.
Et vous, peut-être que vous faites partie des gens sensibles. Ça permet aussi d'adoucir le discours, de dire que ce n'est pas 100% de la population qui va réagir de la même manière. C'est 20-30%. Alors que vous parliez de l'épigénétique et de la méthylation. On est capable de mesurer la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN, c'est l'activité des enzymes qui réparent notre ADN et qui font que les gènes dangereux, toxiques, ne s'expriment pas. Et ça permet, par exemple, d'être porteur d'une mutation du BCR1 et de ne pas l'exprimer. Et les marqueurs de la méthylation, il y a aussi, c'est la note optimiste, il y a aussi une pratique non médicamenteuse qui permet d'améliorer les marqueurs de la méthylation, c'est modifier régulièrement son état de conscience. Ça s'appelle la méditation ou l'auto-hypnose. Voilà. Je vais prendre une dernière question du chat et après de continuer sur les recommandations. On pourra faire les autres questions après parce qu'on a des gens qui, enfin, leur tourne et certaines personnes vont vouloir nous quitter. Une dernière question du chat donc, qui a été posée plusieurs fois, c'est au sujet de la supplémentation iodée pour la femme enceinte. Quelle posologie, pendant quelle durée? C'est quoi les conseils là-dessus? C'est 200 microgrammes. En fait, il y a des mélanges tout faits. Maintenant, ils savent. Le Gynépham supra-grossesse, il y a la bonne dose en iode, par exemple. Mais vous l'avez dans Gametix, vous l'avez dans d'autres produits où ils savent. Ils ont augmenté la dose d'acide folique. 0,4, c'est presque pas assez. Maintenant, c'est plutôt 0,6. Et au moins 200 microgrammes d'iode pendant la grossesse. Merci. On continue sur la présentation et après on pourra en refaire un temps de débat après sans problème. Merci. Alors les recommandations, en fait en 2015, quand j'ai commencé à m'intéresser aux perturbateurs endocriniens, j'avais trouvé que la FIGO, donc c'était la Fédération internationale des gynéco-obstétriciens, donc aux États-Unis, avait dicté une première recommandation. La femme enceinte doit avoir une alimentation la plus saine possible, en particulier sans pesticides. Et moi, en 2015, quand je disais aux obstétriciens de la clinique, il faut dire à vos patients de manger bio, je passais pour une intermondialiste et personne ne m'écoutait. Hein. J'étais qu'une vulgaire endocrinologue, donc c'était compliqué. Mais petit à petit, effectivement, le bio, c'est critiquable par rapport à tous les bios qui existent, si c'est des bios qui arrivent de l'autre bout de la planète ou si c'est des bios qui sont pollués par l'eau de pluie. Effectivement, on ne peut pas être aussi catégorique, mais je pense que quand on peut, c'est bien. Alors, les recommandations pour qui? Donc, la femme, le couple en âge de procréer, la femme enceinte, la femme allaitante, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on se pollue pendant l'allaitement, on pollue son bébé. Voilà, l'enfant, l'adolescent, donc avec toutes les difficultés que ça peut représenter de donner des recommandations à l'adolescent. Peut-être parfois, il faut leur dire l'inverse et puis il faut se mettre à faire attention. J'avais lu un livre comme ça de psychologie, ça s'appelait dire les choses à 180 degrés, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on voudrait dire, et ça marche avec les adolescents. Voilà. Et puis, la population des gens qui sont atteints d'un cancer et de prévenir les rechutes. Ça, c'est une publication. Manger bio semblerait diminuer le délai de conception. Je vous l'ai mise avec la référence. Manger bio réduirait le risque de cancer. Vous avez une référence. Donc, tout ça, c'est des études qui ont été publiées dans le monde. Et puis, n'oublions pas, en fait, le plan national nutrition. En fait, déjà, sans parler des perturbateurs endocriniens, on devrait juste dire à nos patients ce que, normalement, le gouvernement, le ministère de la Santé nous a dit de faire, c'est-à-dire dire à nos patients de limiter la consommation de produits ultra transformés, de réduire de 20% leur consommation, privilégier le bio de sorte que 100% de la population consomme moins de 20%, au moins 20% de produits bio par semaine, diminuer les graisses, les acides gras, les sucres et augmenter les fibres.
Les oméga 3, on parlait du thon tout à l'heure, il vaut mieux mettre de la sardine dans sa salade que du thon, parce que les petits poissons sont riches en oméga 3 et pauvres en polluants. Augmenter les fruits et légumes, les légumineuses et les fruits à coque. Donc là, on a des recommandations de nutrition pure et dure. On ne parle pas des perturbateurs endocriniens, mais ça rejoint en fait les recommandations nutritionnelles des perturbateurs endocriniens. Alors, moi, je donne à mes patientes ces petites plaquettes une fois qu'elles ont fait le petit questionnaire. Vous avez tous vu le QR code sur la présentation. Et voilà, avant tout, je leur dis, vous arrêtez de fumer et vous arrêtez de boire. Et vous limitez l'automédication. Ça, c'est l'allusion au paracétamol, mais aussi à toutes ces gélules bourrées de phtalates, tous ces compléments alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui se prennent 8-10 compléments alimentaires par jour pour ne pas vieillir, pour ne pas ci, pour ne pas là, etc. Et là, elles prennent peut-être des bons produits, mais la gélule en phtalate, elle peut être un perturbateur endocrinien. Aérer régulièrement l'air intérieur. Donc ça, dans le questionnaire sur les polluants, je suis effarée de voir le nombre de gens qui utilisent des parfums d'ambiance, des bougies parfumées, et en particulier les patients infertiles, ils adorent ça. Donc, on leur dit, vous réduisez cette pollution intérieure et surtout, vous aérez 10 à 15 minutes par jour. Donc, quand ils répondent au questionnaire, en hiver, personne n'aère et en été, tout le monde aère. Mais vous voyez, donc, les bougies parfumées, le feu de cheminée, les dioxines et on n'aère pas, c'est une catastrophe de pollution par les dioxines. Après, vous avez tous les produits d'entretien, donc les patientes qui sont chez elles et qui lavent toute la journée avec des produits qui sentent bon, c'est pas bon. Ensuite, les produits cosmétiques. Alors ça, curieusement, les gens, quand on dit perturbateur endocrinien, ils comprennent cosmétique. Là, il y a eu une bonne communication là-dessus et ils font attention. Mais derrière cosmétique, ils ne pensent pas effectivement aux ongles, ils ne pensent pas toujours aux couleurs pour les cheveux. Donc, par exemple, moi, je dis à mes patients, vous pouvez faire des mèches, mais vous ne mettez pas de couleur qui s'applique sur votre cuir chevelu pendant la grossesse. Ensuite, donc l'histoire du micro-ondes, de ne pas réchauffer le plastique, là, ça rentre quand même un petit peu dans l'esprit des gens. Mais par exemple, les hommes, ils sont complètement à côté de la plaque. On a les femmes en consultation, on leur dit, mais attendez, si votre mari, il a un mauvais spermogramme, il faut lui aussi qu'il fasse attention quand il est à midi, pas avec vous, de ne pas faire réchauffer sa barquette en plastique dans le micro-ondes. Et en général, ils font tous ça, hein. Donc, ou alors ils mettent des parfums d'ambiance dans leur voiture, ils adorent aussi. Ensuite, vous avez les fruits et légumes. Donc, effectivement, quand ils ne sont pas bio, le vinaigre blanc, le bicarbonate ou bien les pelés. Et moi, souvent, ce que je dis à mes patients pour atténuer le discours inquiétant, je leur dis, écoutez, ce que vous mangez tout le temps, choisissez le bio. Mais si vous mangez des fraises de temps en temps ou tout ce que vous allez manger au quotidien, prenez le bio. Et là, les gens, ils sont contents de cette information. Donc, ils se mettent au café bio, ils se mettent au thé bio, enfin, au lait bio, aux œufs bio. Vous voyez, des choses au pain bio, ce qu'ils vont consommer tous les jours. Les casseroles en téflon, donc les dérivés perfluorés, on les a dans le téflon, mais on les a dans les emballages, comme je vous ai dit. Et puis, les graisses animales qui concentrent tous ces perturbateurs endocriniens lipophiles, et les fruits de mer qui sont en bout de chaîne dans la mer et qui concentrent tous les polluants. Donc une femme enceinte, elle ne doit pas manger plus de 2 fois par semaine des poissons et vraiment limiter la consommation de coquillages. Les pistes de détoxification hépatique, vous savez ça? Enfin, j'ai trouvé ça, moi, dans la littérature. Vous voyez, le Questran qu'on utilisait pour quelater l'hypercholestérolémie, eh bien, ça diminuerait le taux de chlordécone au niveau plasmatique. Sauf que c'est très mal supporté. Mais vous voyez, il y a des pistes. Le cholestimide, pareil, diminue les taux de dioxine et de PCB. Après, bon, par rapport aux antioxydants et par rapport à la méthylation de l'ADN, c'est vrai que d'agir
consommer des compléments alimentaires riches en antioxydants, indépendamment de l'alimentation, on peut un peu limiter l'effet des perturbateurs endocriniens. Je ne vous ai pas parlé de la mutation de la MTHFR qui fait qu'on méthyle moins bien. Donc, il faut, dans ces cas-là, utiliser un acide folique méthylé pour qu'il puisse agir sur les groupements méthyle. Ensuite, bon, voilà, les cures d'amaigrissement, elles doivent être modérées, pas des cures d'amaigrissement violentes, mais de tout ça, rien n'est validé. Voilà, et je terminerai sur cette diapositive. Donc, l'iode, la supplémentation en iode et en acide folique, vraiment très, 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 très important. Voilà, on peut finir sur les échanges si vous avez d'autres questions, mais moi j'ai terminé. Je vais rebondir un peu, Pascal, si tu me permets, sur la méthylation, qui est un processus capital de la vie, puisque c'est la méthylation qui fait passer de l'ADN à l'ARN. Donc la transcription, la lecture, tout ça, c'est parce que c'est une méthylation. Donc, déjà, c'est pour ça que les problèmes des perturbateurs endocriniens, ils agissent directement sur le gène. Et par rapport à la remarque que tu as faite sur la réceptivité de chacun, elle est prouvée. Maintenant, on le sait très bien avec le système des introns et des exons. Et grâce aux travaux d'une Française, Emmanuelle Charpentier avec Jennifer Dina, qui ont découvert le CRISPR-R9, le microtubulo, on agit, il y a déjà d'énormes travaux qui agissent directement sur ces introns et ces extrons. L'épigénétisme, c'est ça, c'est agir, c'est transformer. On sait très bien qu'en changeant simplement un triplet, si vous changez un triplet, vous pouvez faire 2 molécules différentes. Vous pouvez faire de l'hormone de croissance et une hormone thyroïdienne en changeant simplement un triplet. Et actuellement, les travaux, justement, sur la méthylation sont à la base des travaux avec le ciseau CRISPR-R9 sur la méthylation. Et ce qui explique que c'est vraiment un facteur génétique. Donc, l'immensité des travaux actuels, il y a des sommes énormes qui sont mises là-dessus sur la méthylation des gènes, du passage de l'ARN à l'ARN. Parce que maintenant, on ne parle plus d'un monde ADN. On a parlé de l'ADN des années, de la découverte de la double hélice jusqu'à la découverte de l'ARN messager. Maintenant, on parle du monde ARN. Et ce sont des micro-ARN qui entraînent ces fabrications des protéines dont tu as parlé. Oui. Tu as dit que les gens avaient des protéines. Ils sont fabriqués par les micro-ARN. Parce que tout le monde parle de l'ARN, mais les ARN, il y en a des milliers. Il y a les ARN longs, les ARN silencieux, les ARN courts, les micro-ARN, les ARN silence. Non, mais c'est vrai que c'est un domaine qui mais ça évolue à toute vitesse, oui. Énorme. Merci. 2 petites questions sur le chat, mais qui font référence à des choses dont vous avez déjà parlé, mais des gens qui auraient aimé un peu plus d'informations, notamment quelqu'un qui avait loupé le début et qui nous demande si on peut revenir sur le paracétamol, qui vient d'apprendre que le paracétamol était perturbateur endocrinien. Alors, on va revenir sur la diapo. Pas forcément sur la diapo, peut-être, mais juste réexpliquer en 2 mots ce que vous... En fait, la publication, je pense qu'il faut lire la publication. Je vais m'en remettre dessus. Mais c'est vrai que c'est difficile de... c'est très difficile de dire, mais alors, on peut plus rien prendre pour la douleur. C'est compliqué. Mais en tout cas, oui, il y a une publication, il y en a même 2. Je vais les retrouver là. Voilà. Médicaments. Voilà, donc il y a un effet reprotoxique, augmentation du risque de cryptorchidie et d'insuffisance gonadique. Vous voyez? Donc, le paracétamol, comme l'aspirine et comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ont un effet perturbateur endocrinien sur le testicule. D'accord? Donc, il y a plus de cryptorchidie dans la descendance des femmes qui ont été exposées aux perturbateurs endocriniens. Et puis cette autre étude là, sur le développement reproductif de la femme. Donc, vous voyez une publication de 2013 et une de 2018. Voilà. Donc, en fait,
C'est vrai que si on supprime le paracétamol, on supprime tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'exposition répétée qui nous expose le plus, donc dans ce qu'on mange, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on se met sur la peau. Donc il faut viser l'exposition quotidienne répétée. Mais c'est important qu'on sache, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'automédiquent. Moi, je connaissais une femme qui prenait un paracétamol tous les soirs avant de se coucher parce que ça lui baissait la température du corps et elle dormait mieux. Moi, j'étais un peu étonnée. Ah non, non, mais moi, tous les jours, je me prends mon petit paracétamol. Bon, heureusement qu'elle n'était pas enceinte. Mais vous voyez, les pratiques d'automédication avec le paracétamol, c'est quand même assez étonnant. Et une seconde question, plutôt une remarque, une question. Quid des perturbateurs endocriniens dans les protections solaires? Vous ne l'avez pas évoqué, mais... J'en ai parlé dans la discussion. Ouais. En fait, ce que je préconise, moi, aux femmes enceintes, c'est de ne pas s'exposer, en fait, de se mettre à l'ombre, de prendre un grand chapeau. Et comme ça, ils n'ont pas le problème de la crème solaire. Et on a le même problème avec les insecticides. Quand on parle des pesticides, je vous ai beaucoup parlé d'agriculteurs, mais quand on a des animaux domestiques et qu'on leur donne des insecticides, enfin, qu'on leur donne des insecticides, ou quand on va, là actuellement à Lyon, on est pollué par les moustiques, donc quand on se met sur la peau des insecticides, c'est pas très bon, vous voyez. Donc il faut informer les patientes de ça et ne pas se tartiner au quotidien pendant la grossesse. Excusez-moi, par rapport aux vitamines, madame, qu'est-ce qu'on prend comme vitamine, vu que c'est bourré de gélules à base de phtalate? Non, mais justement, celle dont je vais parler, le Gamétix, c'est de la poudre, donc il n'y a pas de gélule. Et le Ginépham, en fait, la dose est tout à fait correcte. Donc vous verrez maintenant, quand les laboratoires de vitamines viennent vous présenter, certains vous disent, attention, l'enveloppe est végétale, ce ne sont pas des phtalates, etc. Et dans les pharmaciens, ils peuvent bien conseiller parce que eux, ils savent. Par exemple, il y a des gélules d'oméga 3 qui ont une enveloppe qui est végétale, et puis des oméga 3 qui ont plein de produits chimiques, et donc il vaut mieux pas les prendre, ces oméga 3. Et vous parliez tout à l'heure des acides foliques, certains étaient méthylés, c'est ça? Oui, voilà. Comment savoir si une patiente a besoin plutôt d'une acide folique méthylée versus une patiente qui a besoin, par exemple? Alors nous, on fait un dosage de la MTHFR et on voit si il y a une mutation ou pas de cette enzyme. Mais il y a à peu près 20% de la population qui a cette mutation. Et ces gens-là, il faut leur donner du folique expert, c'est un acide folique méthylé. Mais globalement, tous les compléments alimentaires de la femme enceinte aujourd'hui passent sur des formes méthylées d'acide folique, compte tenu de cette information. Donc le Gamétix et le Ginépham sont des acides foliques méthylés. Mais il y en a d'autres, hein, c'est deux qui me viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres. Est-ce que tu es au courant d'une étude qui a commencé il y a 3 ans à l'île de la Réunion sur l'effet de rémanence des PE chez les gens qui sont tatoués, et tatoués en grand tatouage du fait des encres, du plomb et des encres qui viennent de Chine, avec tous les perturbateurs qu'il y a dedans, et qui donnent un effet de rémanence. Et je sais qu'il y a 3 ans, le CNRS a lancé une étude il y a 3 ans qui va durer encore 3 ans. Oui, non, je n'ai pas d'écho, j'ai pas de résultats intermédiaires. Elle a été publiée en préprint. Sur le site du CNRS, c'est impressionnant. Oui, alors si tu veux nous en parler, moi je n'ai pas vu de résultats. J'ai vu juste un préprint de 20 lignes qui annonce des résultats impressionnants. Mais sur l'effet de rémanence. C'est prévisible parce que c'est quand même des produits chimiques, hein, les tatouages. Et maintenant, c'est surtout avec l'extension des tatouages. Ouais. Parce qu'avant, c'était des petits tatouages, il n'y avait pas beaucoup je sais. Mais maintenant, il y a des effets secondaires qui vont être majeurs. Et en ce qui concerne les pholates, pour le jeune homme, dans les années 70, on en donnait beaucoup. Déjà, on savait l'importance des folates et on s'est aperçu, on les donnait en prévention des spina bifida. Oui, qui avaient déjà des spina bifida, on donnait des doses majeures. Et même en donnant des doses majeures, on avait quand même des spina bifida parce que c'était des gens qui n'avaient pas la méthylation. Pas certainement. Voilà. Ben oui, mais ça a été prouvé, ça. Ouais.
Il y a eu 2 grosses études, une anglaise et une américaine. Une autre question sur le chat. Quid des serviettes hygiéniques? En fait, aujourd'hui, on préconise de plus en plus la COP là, et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui s'y sont mis, parce que c'est pareil, les tampons et les serviettes, ça reste au contact de la peau de façon prolongée. En plus, il y a de la chaleur, vous voyez, donc c'est mieux la COP quand on peut. Mais en même temps, alors il faut éviter les serviettes hygiéniques au quotidien, c'est sûr. On vous propose de conclure à ce moment-là. Merci à tous. Allez, parfait. Reprendre ces informations. Avec plaisir. Ces crânes qui viennent de naître. Ils sont à l'origine du cancer du pancréas. Bon. Je remercie beaucoup tous les présents et toutes les personnes qui nous ont suivis en visio. C'est très bien. Alors, ça ne va pas être un pré-print, mais c'est une pré-annonce. On va lancer d'autres conférences webinaires sur le thème de la santé et de l'environnement, dans le cadre notamment de ce qui... vous avez parlé du plan national de nutrition, il y a aussi le plan santé-environnement et son application régionale. On travaille avec l'ARS et d'autres personnes, One Health et tous ces trucs-là. Et donc, on est en train de vous concocter le programme de la suite. Voilà. Au prochain épisode. Bonne soirée.